Bonjour, Joseline Béroard, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Je vais très bien, merci. Alors, on a dansé souvent vos musiques en solo avec le groupe Kassav. Et aujourd'hui, un immense bonheur, un plaisir de vous parler. Le plaisir est partagé. J'aime beaucoup échanger, justement, raconter un petit peu le parcours. Ouais. Oui, bienvenue sur les ondes de la voix de l'Amérique. Merci beaucoup. Alors, vous êtes né en Martinique il y a de cela plusieurs années, hein? Exactement. Je suis née en Martinique, voilà. Alors, dans les Caraïbes, souvent, on dit Anoualé, c'est ça? Oui, on est allé en Martinique, en Ouaille, en Guadeloupe. Voilà. Ah oui, Onouaï, donc Onouaï à tous En ceux qui nous Ouaille, écoutent. c'est de la Guadeloupe. C'est le créole guadeloupéen. En Ouaille, c'est le créole martiniquais. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Donc Ouais. on peut dire sans se tromper, Onouaï à tous ceux qui nous écoutent en Martinique et partout dans le monde. Oui, on peut dire ça, puisqu'on va passer un petit moment ensemble, donc en Ouaille. Onouaï, merci, bienvenue. En tout cas, ça nous fait chaud au cœur de vous parler. Alors, vous êtes artiste, chanteuse, en même temps, vous êtes cinéaste et vous essayez aussi au théâtre. Disons que j'ai fait du cinéma, je ne suis pas cinéaste, je suis plutôt un petit peu comédienne. Je crois que quand on est artiste, on est aussi, on peut être comédienne aussi. Enfin, quand on est chanteuse, je veux dire, comme on raconte une histoire dans nos chansons, je veux dire, les gens en face doivent ressentir ce qu'on raconte, doivent ressentir l'émotion qui est véhiculée par le texte. Donc, on est quelque part un petit peu comédien. Donc, on m'a proposé plusieurs fois de tenir des rôles au cinéma et au théâtre. Et ça m'a beaucoup amusée parce que ça me permettait de connaître un petit peu mes limites parce que, bon, on a toujours besoin d'apprendre tous les jours. Et ce sont chaque fois des challenges qui sont intéressants. Voilà. Comment vous parvenez à concilier les trois? Ah ben, de toutes les façons, tout le monde sait que Kassav est la priorité. Donc, c'est uniquement quand Kassav a des temps morts, je veux dire des moments de pause, que je peux aller m'essayer ailleurs. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Jocelyne Béroa a raté sa vocation? Vous aviez vocation de devenir, plutôt quand vous étiez à l'école, vous aviez envie de devenir pharmacienne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, mais on ne peut pas parler de raté. Je pense que, en fait, l'éducation que j'avais ne m'autorisait pas à imaginer être artiste parce que, bon, il ne faut pas oublier qu'on vient de deux toutes petites îles, Martinique et Guadeloupe. Je veux dire, la Martinique a 80 km de long. Il y a moins de 400 000 habitants, en tout cas, environ 365 000 habitants. Rêver d'être artiste là-bas, c'est rêver de mourir de faim, quelque part, pour nos parents, en tout cas. Pas pour nous, puisqu'on a, on a, je crois que c'est quelque chose qui vous appelle à un moment ou à un autre. Donc, évidemment, mon éducation ne me permettait pas, ni d'ailleurs l'environnement global. Je veux dire, chez nous, les autres venaient faire des concerts, mais nous, nos musiciens jouaient essentiellement dans les bals. Donc, notre musique était cantonnée au bal, quelque part, entre guillemets. De temps en temps, il y avait des concerts. Au moment du carnaval, par exemple, il y avait des concours de chant, des choses comme ça. Mais en général, c'était les autres qui étaient autorisés à être sur scène et à faire des trucs. Et nous, on faisait du bal, quoi. Voilà, c'était la réalité du pays. Donc, être chanteuse à cette époque-là, je veux dire, c'était impensable. Bon, quand on regardait le cinéma, on ne se voyait pas au cinéma. Hein. Dans les années, parce que bon, moi, j'ai pas peur de dire mon âge, je suis née dans les années 50. Je veux dire, dans les années 50, 60, on ne voyait pas beaucoup de noirs à la télé. Le premier qu'on a vu, ça a été Ciné Poitiers avec Devine qui vient dîner. Donc, bon, en général, on ne voyait pas de noirs. Si on les voyait, ils avaient des rôles vraiment subalternes. En tout cas, ils n'avaient pas les premiers rôles dans les films. Donc, il nous était interdit de rêver d'être acteur quelque part. Donc, évidemment, moi, j'aimais les sciences, donc je suis partie vers un métier scientifique. Mais je crois que le destin
est plus fort que tout ce qu'on peut imaginer. Et à un moment, j'ai pour habitude de dire, d'ailleurs, la musique a volé ma vie. Je crois que c'est la musique qui m'a happée. Elle a dit, bon, tu vas arrêter de fuir, je te tiens et je te garde. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Mais il faut dire que quand j'étais petite, j'avais déjà l'âme artistique. Bon, mon père était sévère, on n'avait pas le droit de sortir, tout ça. Donc, pour me détendre, pour ne pas, comme on dit, péter les plombs, pour garder la tête un peu sur les épaules et rester gai et compagnie, je dessinais beaucoup, je peignais, je faisais de la photo, puis j'aimais chanter. Donc, c'était ma façon de m'évader. Quand toutes mes copines allaient danser, ben, moi, je dessinais. Voilà. Donc, j'avais cette fibre artistique en moi. Ce qui fait que bon, même mon choix en fait de pharmacie était lié à ça. Je m'étais dit que bon, faire médecine, comme j'étais intéressée par le corps humain, j'aurais voulu faire de la recherche. J'aurais jamais eu le temps. Au départ, je savais que j'aurais pas eu le temps de faire de la musique ni faire du dessin. Alors qu'en étant pharmacienne, derrière mon comptoir, je pourrais griffonner. En fait, j'avais imaginé ça, quoi. Je savais pas trop ce que c'était qu'être pharmacienne, et donc c'est parti faire la pharmacie parce que j'imaginais que j'aurais eu le temps de continuer à faire une forme quelconque d'art, quoi. Et puis, bon, j'ai eu 2 accidents, un accident de voiture et puis une infection des yeux qui ont eu raison, en fait, de mon désir d'être pharmacienne. Et j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit que ce n'était pas pour moi, que je voulais faire autre chose. Donc, je suis partie à Paris faire les beaux-arts. Et arrivée à Paris, évidemment, je suis tombée dans la gueule du loup, c'est-à-dire que j'ai rencontré des musiciens qui m'ont demandé de venir faire d'abord des petites prestations, de faire des choses en studio avec eux, etc. Et je me suis retrouvée musicienne à temps plein, alors que ce n'était pas du tout… La vocation. Non, c'est pas une histoire. Je pense que c'était ma vocation, mais ce n'était pas dans mes plans. Voilà. Et vous avez même essayé un peu avec des Jamaïcains, n'est-ce pas? Vous avez fait un tour en Jamaïque avec la musique, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à chanter, j'étais d'abord choriste. Je chantais évidemment du jazz, de la bossa nova et des biguines et des choses comme ça dans les piano-bars. Mais ce qui me rapportait le plus pour vivre et payer mon loyer, c'était mon métier de choriste. J'étais choriste professionnelle, donc je travaillais derrière pas mal de gens. Ce qui fait que comme je connaissais à l'époque, je connaissais plein de gens dans le milieu du reggae, Peter Tosh, les Third World, les Cimarrons, etc. J'allais tout le temps en Angleterre. J'ai rencontré donc plein de gens. Et il y a une jeune femme, Rima Marquez, qui travaillait donc avec Chris Blackwell à l'époque et qui avait aussi des connexions en Jamaïque, qui m'a dit, Lipéry cherche d'autres personnes, enfin des personnes non jamaïcaines pour venir travailler avec lui en Jamaïque. Et j'ai dit, ok, j'y vais. Comme j'aimais les Antilles, mon rêve c'était de partir un peu dans toutes les îles, aller en Jamaïque. Si je n'avais pas saisi cette opportunité, peut-être que j'aurais jamais été. Donc j'ai plongé sur l'occasion et j'ai été travailler avec Lipéry, voilà. Vous aimez le soleil aussi, n'est-ce pas? Qui n'aime pas le soleil? Je veux dire, bon, évidemment, on n'aime pas les trop grosses chaleurs, mais le soleil, de toute façon, c'est quelque chose qui régénère, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. C'est quelque chose dont les plantes ont besoin et dont l'homme a besoin aussi. Voilà. Donc, le soleil, c'est… Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est pour cela que vous préférez la couleur jaune? Ah, j'aime toutes les couleurs, en fait. Hein. J'aime toutes les couleurs. Maintenant, en scène, je trouve que le jaune pétille, quoi. C'est une des couleurs, en fait, qui fonctionne assez bien avec le blanc et le noir, évidemment, parce que le noir, il va absorber toutes les lumières, mais le blanc va prendre toutes les gammes de lumière qu'on peut envoyer sur vous. Et le jaune n'est pas trop, ne varie pas trop. Alors que quand vous mettez du vert ou du rouge, avec d'autres couleurs de lumière, ça peut changer. Donc, je pense que le jaune est assez pétillant. C'est un peu ma nature. J'ai toujours aimé, j'aime quasiment toutes les couleurs, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le jaune, le noir, le blanc, voilà, donc, le bleu marine, voilà. Oui, justement, dans un de vos clips, on vous voit, je ne sais pas si c'est en Martinique, au bord de l'océan Atlantique, un beau matin, au lever du soleil donc, et vous chantez en deux. Caraïbes. C'était à la mer des Caraïbes, pas l'océan Atlantique. Ah, L'Atlantique, c'est la mer des Caraïbes, et vous demandez au soleil de montrer le chemin du retour. oui. Ben, ça a été ma première chanson. Ça a été ma première chanson interprétée en live avec Kassav. C'était pas moi qui l'avais chantée au départ, c'était Freddy Marshall. Et en fait, comme Freddy ne faisait pas partie du groupe, on
m'a demandé, donc il fallait me donner une chanson à un moment parce que Jacob, Georges, Pierre-Édouard, en fait, tous les musiciens de Kassav savaient que je pouvais chanter en solo. Donc, ils m'ont un peu testé avec Soleil, ils m'ont donné cette chanson-là et elle est restée une de mes chansons phares. Et oui, moi j'ai beaucoup adoré. Ça fait partie de quel album? Alors, la toute première version date de 1980. J'étais en tant que choriste à ce moment-là dans Kassav et on a repris une version avec ma voix en 1987 au moment de la signature avec Sony Music. Et donc voilà, le Soleil, album Soleil, c'est votre, enfin, ou le morceau Soleil, c'est l'un de vos morceaux phares, disons-le comme ça, et ça fait partie du premier album, vous l'aviez dit? Oui, le morceau Soleil avait été interprété sur le deuxième album de Kassav en 1980 par Freddie Marshall. C'était un homme qui l'a chanté en premier. Et ensuite, quand j'ai intégré Kassav en 1983, bon, en 80, j'avais fait les chœurs avec Kassav. Mais comme je travaillais avec d'autres personnes, je n'ai pas pu continuer avec eux. Et donc, en 1983, j'étais enfin libre. Et donc, j'ai pu intégrer le groupe Kassav. À ce moment-là, ils se sont dit, bon, Jocelyne peut chanter en solo, on va lui donner un titre à chanter. Et donc, on m'a demandé justement de chanter Soleil. Et j'ai chanté Soleil, et ce titre-là est resté un de mes titres phares. C'était le premier que j'ai chanté, que j'ai interprété en solo avec Kassav. Et on a repris ce titre-là avec une nouvelle version en 1987, au moment de la signature avec Sony Music. Voilà. Justement, vous avez donc levé le lièvre, on va le pourchasser. Vous parlez de Kassav. Comment l'histoire a commencé avec Kassav? On parle de 1979, il y en a qui parlent de 80. Alors, votre aventure avec Kassav, oui. L'histoire de Kassav commence probablement en 78 parce que c'est Georges, Jacob et Pierre-Édouard, ils commencent à discuter justement de cette idée de créer un groupe qui pourrait créer une nouvelle musique, qui pourrait essayer de trouver un nouveau style et compagnie. Et en 1979, le premier album de Kassav sort. Et là, je ne suis pas dedans. En fait, je ne les connais pas, je ne suis pas dedans. Mais je répète dans un studio et c'est dans ce même studio, Pierre-Édouard et Georges ont la clé. Donc, ce sont eux qui viennent ouvrir le studio pour que je répète avec un groupe avec lequel je me produis à ce moment-là. Donc, je les rencontre à ce moment-là, ils m'écoutent et ils se disent, on va inviter Jocelyne à faire les chœurs du deuxième album. Donc, en 1980, ils m'appellent pour venir faire les chœurs de l'album de 1980. Mais c'est un homme qui chante à ce moment-là, c'est Freddie Marshall. Sur le premier album, c'était un autre homme qui chantait aussi. Il n'y avait pas de femmes, mais il y avait les femmes au chœur. Donc, sur les deux premiers albums, les femmes sont toujours au chœur. Donc, je fais les chœurs avec ma sœur. Et puis, en 81-82, comme je joue avec les Gibson Brothers depuis de 1981 80 à 81 à peu près. Ensuite, je rejoins Bernard Lavilliers en 81-82 à peu près jusqu'en 83-84. Donc, comme j'étais libre en 83 pour une tournée avec Kassav, ils m'ont demandé de venir avec eux à cette tournée-là. Et donc, à cette tournée-là, ils ont vu ce que j'étais capable, ils ont vu mon caractère, parce que, bon, ils testaient les gens aussi pour savoir qui peut faire partie du groupe et qui ne peut pas faire partie du groupe. Donc, en 1983, la première expérience avec eux fonctionne. Ils sont contents de ce que je fais, de mon caractère, de ma joie de vivre et compagnie, et peut-être de ma personnalité. Donc, ils me rappellent, à partir de ce moment-là, ils me rappellent régulièrement, et donc j'intègre Kassav à partir de 1983. Voilà. Et depuis, vous avez été donc l'une, disons, des membres clés, parce que vous êtes depuis avec Kassav et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Bon, je crois que je suis très bien entourée, puisqu'il y a quand même des gens qui ont une grande connaissance de la musique, comme Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Martelly, Pierre-Édouard, Georges Décimus, Jean-Claude Nébro, Claude Vamur à la batterie, tout ça. Bon, ce sont des gens qui ont certains ont fait des études de musique, d'autres sont des musiciens qui se sont fait tout seuls, quoi, comme Jacob. Jacob, par exemple, quand il a commencé, il faisait des arrangements pour plein de gens avant. Il faisait de la musique, il faisait du rock and roll, il faisait du R&B, toutes sortes de musique, etc., et de la musique africaine aussi. Il faisait des arrangements pour les gens, donc il a appris tout seul le solfège pour être capable d'écrire des partitions pour les cuivres et des choses comme ça. Donc, en fait, j'étais entourée de gens qui
continuait à m'apprendre en fait mon métier de musicienne. Parce qu'en fait, avant, je chantais comme ça, quoi. Je m'amusais. Alors, j'ai pris quelques cours de chant avant de rentrer dans CASAV. Je faisais partie d'un groupe et les membres du groupe ont dit, bon, écoutez, il faut qu'on prenne des cours de chant pour se perfectionner et tout. Donc, on est allé apprendre à respirer, à mieux placer la voix et tout. On a pris quelques cours de chant. Donc, on avait des bases et avec eux, j'ai appris d'autres choses. C'est-à-dire que je commençais déjà à écrire des textes de chansons. Donc, comme eux, ils composaient, que moi, j'étais moins douée en composition, je pouvais participer en fait à des recherches pour des mélodies, par exemple, parce que bon, quand on gratte sur la guitare, vous entendez 3-4 accords l'un à la suite de l'autre, ça peut vous inspirer une mélodie. Donc, je participais un petit peu à ça, mais mon travail dans CASAV a été essentiellement sur l'écriture de texte. Donc, l'écriture de texte, c'était un travail qui était autre. Pierre-Édouard, lui, tenait à ce qu'on utilise notre langue propre, qui est le créole. Donc, il redonne toute sa noblesse, quoi, parce que le créole était considéré par les gens de chez nous comme étant le patois, en fait, c'est-à-dire la langue de celui qui ne savait pas parler les langues normales comme le français, l'anglais, etc. Et donc, c'était considéré comme la langue du vulgaire, comme la langue de celui qui n'a pas d'éducation, etc. Et nous, notre travail a été de donner au créole justement une poésie pour qu'elle puisse atteindre toutes les strates de la société. Et je crois que les gens, au fur et à mesure, ont constaté qu'effectivement, les textes, on tâchait en tout cas de faire de la recherche, de trouver justement des formules qui puissent mettre le créole à peu près au niveau de toutes les langues dans lesquelles on parle au niveau donc, de langues qu'on considère comme étant celles destinées à la poésie. Parce que, par exemple, les chansons gays, les chansons, en fait, je veux dire, de tous les jours, en créole, ça gênait personne, mais les chansons d'amour, souvent, étaient en français. Parce que les gens considéraient que le créole n'était pas suffisamment précieux pour parler de ce sentiment qui est si beau, si grand, si... Et nous, on a fait le contraire. On a prouvé qu'on pouvait utiliser cette langue pour pouvoir parler de choses, de la beauté, tout simplement, de ce monde, quoi. Voilà. et de l'amour, parce que, Bon, mais bien oui. Alors, voilà. dites-moi, est-ce que c'est le créole ou le kassav qui a servi de connexion entre les Antilles, les Caraïbes, l'Afrique et le reste du monde? Parce que la plupart de vos chansons sont en créole. Oui, non, je crois que c'est surtout la musique qui a servi de connexion. Les paroles, ensuite, les gens ne comprennent pas toujours. Mais je veux dire, combien de personnes comprenaient les paroles de Michael Jackson et l'aimaient aussi? Je crois que la musique est le langage premier qui crée des connexions. Je veux dire, la personne, elle ressent la musique, elle est gaie, la musique l'entraîne, la musique lui donne de l'énergie. Alors, la personne qui chante par-dessus, elle transporte une émotion. Cette émotion-là, on la capte ou on ne la capte pas. Voilà, c'est comme ça. Et donc, quand vous chantez dans une langue étrangère, moi, il m'est arrivé d'écouter des chansons où je ne comprenais pas un traître mot de ce que chantait le chanteur, et je pleurais. Parce que l'émotion qu'il dégageait entraînait cette émotion directement chez moi sans même comprendre de quoi il parle. Donc, je pense que la langue n'est pas une barrière, mais la musique est l'élément premier qui fait que bon, l'autre en face, il reçoit quelque chose qui lui va directement dans le ventre, quoi. Voilà. Alors, donc, on est d'accord que c'est la musique qui est l'élément premier qui connecte les peuples, qui connecte, disons, les chanteurs avec leurs fans, c'est ça? Absolument, absolument. Moi, je crois que la musique a toujours fait partie de la vie de l'homme, quoi. Enfin, à partir du moment où les gens ont commencé à entendre le bruit du vent, le bruit de la mer, les animaux, les cris des animaux et compagnie, il y a un moment où ils ont eu envie d'exprimer leurs sentiments avec Communiquer. de communiquer avec ça. Donc, il y a eu le langage d'abord et la musique, de toute façon, je pense qu'elle a dû arriver en même temps. Ne serait-ce que quand on parle, j'ai vu justement c'était pas un documentaire, mais j'ai vu un espèce d'article sur ça, où quelqu'un, par exemple, je vous parle, ça fait ta-da-da. Ce sont des notes. Ce sont des notes. Alors, quelqu'un avait pris un discours d'Obama, un discours de je ne sais pas qui, etc., et avait créé
carrément une mélodie à partir du discours. Donc, ne serait-ce que quand on parle, on a justement des intonations et on utilise donc des notes, puisque ce sont des vibrations qui se trouvent à des moments, dans des hauteurs particulières. Donc, quand on vous dit que le la, c'est une vibration, je veux dire, et cette vibration-là correspond au la. Donc, au niveau du langage, déjà, il y a de la musique quand on parle. Donc, automatiquement, c'est pas étonnant que l'homme, au fur et à mesure, ait créé directement des mélodies aussi pour pouvoir adoucir ou calmer les sentiments de celui qui se trouvait en face, quoi. Voilà. Donc, c'est la musique et c'est un langage complètement universel et qui permet aux gens peut-être de se comprendre, de s'apprécier. Alors, quand je vous dis Siwo, c'est quoi pour vous? Siwo? C'est mon premier album en solo avec les gens de Kassav. C'est-à-dire que quand on parle de solo, souvent les gens avaient l'impression que quand on faisait un album solo, c'est qu'on avait quitté le groupe. Non, moi j'ai fait l'album solo avec le groupe, dans le groupe. Et évidemment, comme il faut choisir un nom à un album, donc on a donné le nom Siwo parce que la chanson phare, si je peux dire ça, parce qu'en fait il y avait deux grosses chansons qui étaient phares, c'était Kai Maman et Siwo dans cet album. Voilà. Et Siwo veut dire quoi? C'est en créole, c'est ça, Siwo? Oui, alors au départ, en mot à mot, Siwo veut dire le sirop, c'est-à-dire la chose sucrée, donc quelque chose de sucré. Et en fait, Siwo est une espèce de taquinerie quelque part. C'est une taquinerie de ma part parce qu'en fait, j'entendais de toute mon enfance, j'entendais les hommes quand ils parlaient des femmes, ils disaient moi, je veux une femme douce comme du Siwo. C'est en créole, on dit douce comme Siwo. C'est-à-dire qu'ils voulaient une femme douce, aimante, etc., etc., etc. Et moi, à un moment, j'ai dit, eh ben, pourquoi les femmes ne pourraient pas dire aussi qu'elles veulent un homme qui soit doux et aimant, etc. Mais être doux ne veut pas dire être manquer d'énergie, ne pas avoir son autorité, quoi, je veux dire, mais reconnaître aussi l'autorité de la femme. C'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est que, en fait, c'est pas, je dis pas que l'homme est l'égal de la femme. On est complémentaires, mais en tout cas, on est au même niveau. C'est-à-dire que comme on est complémentaires, il ne faut pas que l'un domine l'autre et il ne faut pas non plus que l'un écrase l'autre. Voilà. Donc l'essentiel, c'est arriver à s'entendre parce que, bon, en fait, je crois que la famille, déjà, le couple, c'est la base de la société. La famille, ce sont des mini-sociétés, et surtout quand elles sont nombreuses, on voit un petit peu comment il faut faire pour pouvoir faire plaisir à tout le monde en même temps. Oui. Entraînement pour quand on se retrouve après en société, ben c'est pareil. Je veux dire, les gens sont différents, ils pensent différemment, etc., etc., etc. Donc, bref, je reviens à mon histoire de Siwo. C'était donc cette taquinerie qui disait à l'homme, mais attends, tu peux effectivement avoir toute ton énergie, être debout, penser à demain, etc. Mais respecte aussi ce que moi je dis, respecte qui je suis, etc. Et l'homme Siwo, ma description de l'homme Siwo, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui est aimant, qui respecte la femme, mais qui a aussi son autorité, qui a aussi ses responsabilités. Un homme responsable et qui respecte la personne qui est à côté de lui. Voilà. Et Siwo, donc, qui a été primé, c'est ça? Premier disque d'or aussi pour vous, c'est ça? Premier disque d'or féminin des Antilles, ouais. Ok, mais vous avez parlé de Siwo qui a été donc un succès, voilà, patent et éclatant, qui a fait le tour du monde. Et vous venez avec les Kassav, justement, les Kassav qui, au début, qui a commencé, donc le groupe Kassav qui a commencé, vous l'avez dit, en Guadeloupe avec Pierre-Édouard de Smith, avec son frère. En fait, ça n'a pas été créé en Guadeloupe, Kassav a été créé à Paris, parce que Jacob était à Paris. Voilà, par des Guadeloupéens, par des Antillais. C'est peut-être ce qui a permis justement cette connexion Martinique et Guadeloupe, parce que nous sommes deux îles différentes, nous sommes séparés de, je crois, 400 km, quelque chose comme ça. Donc, en fait, quand vous êtes en Guadeloupe, aller en Martinique chercher des musiciens, ça ne veut rien dire, quoi. Alors que quand vous êtes à Paris, en fait, vous êtes toujours guadeloupéen et martiniquais, mais vous êtes surtout antillais. Donc, vous vous entendez un peu avec tout le monde, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Paris a permis justement les rencontres, a permis de retrouver, en tout cas, les musiciens professionnels, puisque chez nous, comme je vous disais, les musiciens en général n'étaient pas professionnels. Ils avaient un autre travail à côté de la musique. Voilà. Oui. À Paris, on pouvait vivre de la musique. Donc, il était plus facile de rencontrer des musiciens professionnels à Paris. Donc, ça a été créé à Paris.
Alors, parlez-moi de votre concert. Je ne vais pas appeler ça dernier concert, mais avant le Covid, vous avez fait un concert ou une Pardon? soirée à la Cigale. Ah, mon C'est ça? concert avant, mon concert en solo. Oui, votre concert en solo avec Ah, à la Cigale de Paris. oui, oui. Oui, j'ai fait plusieurs concerts en solo. J'ai fait en Martinique, en Guadeloupe, euh, et puis à la Cigale, c'est vrai, à la Cigale. C'était un beau concert. J'ai trouvé une belle équipe à la Martinique. Ce sont des musiciens que je surveillais, des musiciens que je connaissais, des musiciens avec lesquels j'avais déjà travaillé et qui sont très talentueux. Donc on a répété et puis on a monté un répertoire, mais ce n'était pas la première fois, c'était ma troisième série de concerts en solo. La première fois, c'était en 2005. Ensuite, c'était en 2009 jusqu'à 2011 et après ça, 2017-2018. Voilà. Oui, et depuis donc le concert de la Cigale, il n'y a pas eu d'autres concerts apparemment avec le Covid qui Ah, nous a caché. ah oui, en France, de toute façon, c'est beaucoup plus difficile de faire un concert, de faire des concerts en solo en France, quoi. Parce que bon, les salles qui sont à disposition, moi, je ne prétends pas remplir le Zénith comme Cassav le fait. Donc, je fais des petites salles plutôt, l'Olympia. En 2011, j'ai fait l'Olympia. Et en 2018, 2017 ou 18, je ne sais plus, j'ai fait la Cigale. Voilà. Donc, bon, ce ne sont pas des choses que je fais tout le temps. Là, peut-être que l'année prochaine, je vais en faire un, mais à la Martinique, par exemple. Mais sur Paris, ce n'est pas encore au programme. Voilà. Il faudrait que je fasse un nouvel album parce que bon, je veux dire, on peut faire, effectivement, on peut vivre sur toutes les chansons qu'on a, parce on a fait quand même bien une cinquantaine d'albums, Kassav, en comptant les albums Kassav et les albums des membres en solo. Mais malgré tout, bon, je veux dire, les gens, pour la promotion, si vous n'avez pas de nouveautés, c'est pas tellement évident de passer en télé ou des choses comme ça, quoi. Les gens veulent toujours que vous ayez quelque chose de nouveau. Donc, bon, pour le moment, on est en train avec Georges, je commence à travailler sur des titres. J'ai des copains musiciens qui m'ont donné des titres absolument fabuleux. Donc, il me faut écrire les textes. Donc j'avance doucement. On verra bien, parce qu'avec le départ de Jacob, on est obligé de repenser le lendemain de Cassav, quoi. C'est pas si évident que ça. Voilà. Oui, justement, vous me tirez l'eau de la bouche. Oui, on parlait donc de Kassav, on parle toujours de Kassav. Il est difficile de dissocier votre vie de celle de Kassav, c'est ça? En Ah, réalité, Joséphine. et de toute façon, ma vie artistique réelle, elle a commencé avec Cassav. Disons que je chantais avant, vrai, mais c'était occasionnel. Je n'appartenais pas véritablement à un groupe avant. Et je n'étais pas non plus une chanteuse en solo confirmée. Donc, je veux dire, avec Kassav, j'ai appartenu à un groupe et je suis devenue, avec Kassav, en étant dans Kassav, ce que je suis aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire une chanteuse qui peut chanter en solo. Et donc, je crois que tous les éléments du groupe ont tous grandi et sont devenus ce qu'ils sont en étant, justement, en faisant partie de ce groupe-là. Oui, justement, en parlant de Kassav et de Jacob, Jacob qui nous a quittés il y a quelques mois. Alors, Uh-huh. comment avez-vous vécu cette perte? Ça a été difficile pour vous et pour le groupe, hein? Ben, de toutes les façons, je crois que dès qu'il y a un départ, c'est jamais très simple. C'est toujours tellement abstrait. Bon, je veux dire, se dire qu'on ne va plus voir la personne, il faut le temps. Il faut le temps de pouvoir avaler cette blague. Et puis, parce que moi, je veux dire, les premiers temps, on est abasourdi. Je veux dire, bon, évidemment, on est peiné, ça c'est clair, mais on est surtout en train de se dire, mais c'est quoi cette affaire, quoi? Donc, au fur et à mesure, on s'habitue à l'absence. Et puis on avance parce que la vie continue de toute façon et qu'on n'a pas le choix. On peut pas. Jacob manque à tout le monde, à tous les gens du groupe. Chaque fois que je discute avec eux, ils sont gênés de ne pas pouvoir l'appeler pour lui parler de quelque chose, d'un projet qu'il a, ou même lui poser une question sur un souvenir, sur un truc, je ne sais pas. Je veux dire, ou lui demander son avis. Je veux dire, parce que comme ça, on fonctionne toujours comme ça, en fait, pour la plupart des gens de ce groupe-là. On s'appelle régulièrement,
discute d'un tas de choses, on se met d'accord sur des plans à venir. Je veux dire, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, évidemment, quand il manque un élément, c'est terrible. Voilà. Oui, il n'y a pas que Jacob. Avant Jacob, on a perdu Patrick Saint-Éloi. Oui, mais Patrick avait déjà quitté le groupe. Il avait quitté le groupe en 2002 et il est mort 8 ans après. Je veux dire, évidemment, sa mort nous a bouleversés, ça c'est clair, parce qu'il est resté 20 ans avec Kassav quand même. Et 8 ans à peaufiner sa carrière en solo. Je crois qu'il en avait vraiment besoin et il a peut-être eu raison de faire ça au moment où il en avait envie. Voilà. Donc, évidemment, quand il a quitté le groupe, ça nous a un peu déroutés, mais on était quand même suffisamment nombreux pour pouvoir continuer sans que ça ne se sente trop fort, trop fortement. Je veux dire, bon, les gens qui font de la littérature sur ce qui était mieux, ce qui n'était pas mieux, ça c'est leur problème, quoi, je veux dire. Mais quand on fait partie d'un groupe, je veux dire, les premiers temps de départ de quelqu'un, il y a un déséquilibre qui se crée, mais ce déséquilibre-là, il faut le combler, il faut réussir à remonter la pente assez rapidement pour que justement ça ne joue pas sur le groupe, quoi. Et je pense que dès les premiers concerts, bon, les gens ont été contents, tristes de ne pas avoir Patrick, mais contents de voir que Kassav continuait. Je veux dire, quand Patrick est mort, ça a été une grande douleur pour tout le monde, puisque c'était quand même notre frère et qu'on avait gardé de vrais rapports, on était resté quand même... on regardait, quoi, on suivait Patrick. On a fait ces 2 albums, les 2 albums qu'il a fait après avoir quitté Kassav. On a chanté avec lui, on a participé à ces albums-là. Donc, on avait quand même toujours des relations. Voilà, quoi. Donc, il n'y avait pas d'animosité. C'était son désir et on se devait de respecter ce désir-là. Alors, comment se dessine l'après Jacob? J'en sais rien, je ne suis pas devin. Je suis pas devin. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que de toutes les façons, il faut que c'est pareil, quoi. Je veux dire, bon, Jacob est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 2 choses qu'on peut faire, c'est s'asseoir et pleurer ou bien se relever. Donc, je pense qu'on a opté pour se relever. Maintenant, on est en train de réfléchir à savoir ce qu'il est bon de faire. Parce que la chose est que Jacob, c'est quand même un élément costaud de Kassav. Alors à la guitare, on peut toujours le remplacer, mais à la voix, c'est pas si évident que ça. Je veux dire, il n'a pas une voix classique qu'on peut remplacer par n'importe qui. Donc c'est moins évident. En plus, bon, Jean-Philippe a fait un AVC l'an dernier, donc on attend qu'il se remette de cet AVC-là, etc. Donc pour le moment, on est dans un stand-by qui ne nous interdit pas de continuer à faire de la musique, qui ne nous interdit pas de continuer à faire perdurer Kassav, tout le travail de Kassav, etc. Donc, imaginez des choses à faire pour que ça ne tombe pas dans l'oubli. Je crois que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Je veux dire, maintenant, se dire que bon, on va retourner sur scène en tant que Kassav, pour le moment, en plus avec le Covid, je veux dire, c'est pas encore au programme. Voilà. Est-ce que vous envisagez faire une maison, si elle n'est pas déjà faite, une maison Kassav, un musée Kassav, je dirais? De toute façon, ça fait partie des projets depuis très longtemps, depuis même avant le départ de Jacob. Je veux dire, il était question qu'on raconte l'histoire de Kassav d'une façon ou d'une autre. Donc, un musée, des expositions itinérantes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être envisagées. Pas acté. Je n'ai pas encore dit, parce qu'un musée, ça demande énormément de finances, donc il faut déjà trouver tous les partenaires pour ça. Donc, quand on aura bien réfléchi, bien pensé, bien monté tous les dossiers, on verra comment on développe tout ça. Donc, pour le moment, ce ne sont pas des choses à divulguer. Enfin, il ne faut pas prendre ça pour acquis, quoi. Ce sont des idées. Voilà. Mais la relève est assurée parce que au 40e anniversaire de Kassav à Paris, on a vu des jeunes avec vous, de nouvelles figures, n'est-ce pas? Est-ce que vous préparez déjà la relève? Ben, je pense que la relève se prépare toute seule. La relève, ce qu'il y a d'essentiel, je crois, c'est
de raconter l'histoire. Donc ça, normalement, à partir de mars 2022, mon histoire dans Kassav, c'est-à-dire que j'ai eu une commande, entre guillemets, de Kassav vue de l'intérieur. Voilà exactement le terme. Kassav vue de l'intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas une biographie de Kassav. D'ailleurs, je discutais dernièrement avec Pierre-Édouard, qui lui aussi écrit un livre. Il écrit toute la période, sur la période avant Kassav, ante-Kassav, pour pouvoir expliquer ce qui l'a amené à vouloir créer ce groupe-là. Mais à partir du moment où le groupe est créé, il nous laisse à nous la liberté de raconter notre histoire. Donc moi, l'histoire que je raconte, l'histoire de Kassav, c'est l'histoire de Kassav vécue par Jocelyne. Ce n'est pas l'histoire de Kassav vécue par Jean-Claude, ni par Jean-Philippe, ni par Patrick. Vous comprenez? Donc c'est mon histoire de Kassav. C'est un peu ça. Et je pense que je raconte évidemment tout ce que j'ai traversé, toutes les réflexions que j'ai eues, tout ce que Kassav m'a apporté, tout ce que je veux dire, toutes les difficultés que nous avons ensemble traversées pour pouvoir tenir bon. Parce que ce n'était pas évident. On a commencé évidemment tout petit par chez nous, la communauté parisienne, et puis chez nous. Et puis, ça a commencé à partir dans la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on a tourné dans des îles comme Trinidad, comme Antigua, comme Haïti, Curaçao et des choses comme ça, avant même que la France ne s'intéresse à Kassav. Voilà. Et puis, on a attaqué Paris. En 1985, on a attaqué Paris. Mais juste avant d'attaquer Paris avec le Zénith, le premier Zénith en 85, on a aussi été invité en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et cette invitation a créé un gros boom dans toute l'Afrique, qui nous connaissait déjà parce qu'ils écoutaient RFI et on était diffusés sur RFI. Donc, on a tourné dans toute l'Afrique pendant 2 ans, de 85 à 87, tout en ayant du succès sur la place de Paris et chez nous aux Antilles. Donc, à ce moment-là, je veux dire, la France a commencé à s'intéresser à nous parce que, au départ, alors que bon, ça ne l'intéressait pas du tout parce qu'ils ne comprenaient pas cette musique-là, c'était pas machin, ils ne savaient pas dans quel tiroir nous mettre, dans quel casier nous mettre. Donc, automatiquement, c'était bon, on faisait des machins dom-tom, quoi, des trucs à part, quoi. Voilà, la world music et tout. Et puis, bon, quand ils ont entendu quand même les scores qu'on faisait dans les stades d'Afrique, on a joué quand même devant plus de 90 000 personnes en Angola, par exemple, et dans d'autres pays, c'était des 25 000, des 50 000, c'était des chiffres ahurissants qui parvenaient aux oreilles quand même des maisons de disques à Paris. Et quand alors, dites-moi alors, est-ce que vous voulez dire ici que c'est le destin de Kassav s'est joué en Afrique? Je pense que l'Afrique, beaucoup. L'Afrique a été énorme pour beaucoup dans le succès de Kassav. Je veux dire, dans le retentissement du succès. Disons qu'on avait déjà du succès chez nous, dans la Caraïbe, mais quand on est allé en Afrique, vu que vous êtes beaucoup plus nombreux que dans nos toutes petites îles, les chiffres qui revenaient aux oreilles des organisateurs étaient beaucoup plus impressionnants. Parce que quand vous dites que vous faites 15 000 personnes en Martinique, c'est rien 15 000 personnes. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font 15 000 personnes quand même, hein? Mais on faisait quand même 15 000 personnes en Martinique ou en Guadeloupe. Je veux dire, c'est quand même 15 000 personnes sur 365 000 habitants. C'est énorme. Si on compare 64 millions, je ne sais pas combien ça peut faire, mais c'est un chiffre extravagant. Donc, ce qui veut dire que, mais quand vous arrivez avec 15 000 personnes en France, ça ne veut rien dire pour eux. Parce qu'eux, ils ne pensent pas qu'on vient d'une toute petite île. Pour eux, on fait 15 000 seulement. Donc, ce n'est pas impressionnant. Par contre, quand on revient avec 90 000 personnes, là, c'est impressionnant. Donc, ça c'est arrivé à leurs oreilles. Ils se sont dit, attendez, ils font des disques d'or. Alors, les disques d'or, ce n'était pas vraiment à l'Afrique qu'on le devait, parce qu'à l'époque, en Afrique, c'était beaucoup de piratage. Donc, on ne pouvait pas additionner le nombre de cassettes piratées qui étaient vendues en Afrique. On ne pouvait pas. Donc, on revenait avec 0 vente en Afrique. Mais par contre, les concerts, il y avait 90 000 personnes. Et chez nous, avec nos toutes petites îles qui sont soumises au même quota qu'en France, parce qu'en France, ils s'adressent quand même à 64 millions de personnes, et ils demandent à un chanteur, pour avoir un disque d'or, de vendre 100 000 exemplaires sur 64 millions de personnes. 100 000 pour un disque d'or. Aujourd'hui, c'est tombé à 25 ou 50 000, je ne sais plus.
Et là, et chez nous, dans 380 000 habitants, en Guadeloupe, 360 000 en Martinique, on fait un disque d'or quand même. Donc, ça pète la tête des gens, quoi. Donc, au niveau des ventes de disques, on fait autant que des gens qui s'adressent à 65 millions. Et quand on va dans des continents où il y a des millions de personnes, on fait 90 000 personnes dans les stades. Ils ne peuvent pas rester insensibles. Donc, automatiquement, on a été courtisé par les maisons de disques. Et comme tout tombait à point nommé, puisqu'on commençait à avoir des problèmes avec notre producteur en Martinique, qui nous avait quand même énormément aidé à développer notre musique en payant des studios de qualité pour nous. Je veux dire, il ne nous imposait pas d'enregistrer dans les petits studios que nous avions en Martinique. Nous choisissions des studios qui avaient vraiment de bon niveau, quoi, en France, à Paris, et il a accepté de payer ça. Mais en retour, il ne nous payait pas nos droits d'auteur, nos royautés, enfin, sur les ventes du disque. Donc, à un moment, on était un peu fatigué. Et puis, comme ce n'était pas un vrai producteur, je veux dire, il n'avait pas une maison de disques avec une attachée de presse, etc., etc., on était obligé de nous occuper de tout, de la promotion, des clips. La production. Donc, les sponsors, les machins, c'était nous qui faisions tout son travail. Et au bout du compte, on n'avait pas le retour, quoi. On n'a pas touché beaucoup d'argent, quoi, avec lui. Ce qui fait que, bon, on est resté quand même reconnaissant parce qu'il nous a aidés à atteindre le niveau qu'on voulait atteindre, mais il fallait monter une marche supplémentaire. Et cette marche supplémentaire, il fallait qu'on soit avec une boîte professionnelle. On a signé avec CBS, qui est devenu Sony Music par la suite. On est resté avec eux jusqu'en 1982. Et depuis 1983, nous sommes notre propre producteur. Et nos albums sont distribués tantôt par celui-là, tantôt par celui-là, quoi, voilà. Alors, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de l'Afrique? Ah, il y a plein de beaux souvenirs en Afrique. Il y a plein de souvenirs géniaux. Moi, je veux dire, bon, le premier qui me vient là, c'est parce que j'ai vu une photo il n'y a pas longtemps. C'était en Côte d'Ivoire, on avait fait un concert pour des enfants et les enfants avaient envahi la scène. Ils voulaient nous embrasser, ils nous tenaient la main. Jacob, il voulait tenir la main de Jacob alors que Jacob jouait à la guitare. On fait des choses comme ça. Il y a des photos de ça. C'est absolument touchant de voir comment les enfants étaient aussi fanatiques que leurs parents, d'ailleurs. Et c'était vraiment, ce sont de bons moments. Il y a eu des hauts et des bas, tout ça, parce que bon, en Afrique aussi, je veux dire, bon, ils avaient l'habitude de faire des concerts, mais bon, pas toujours dans de superbes conditions. Dans les stades, oui. Et puis souvent, les promoteurs de spectacles, c'était des gens qui étaient fanatiques, quoi, qui avaient la bonne volonté. Ils voulaient faire venir Kassav, mais ils n'avaient pas le métier. Donc, il y a eu des petites galères comme ça aussi. Et puis, il y a eu aussi des galères parce que certains étaient des filous et qui partaient sans payer, etc., etc. Mais bon, ça existe dans tous les pays. Hein. C'est pas uniquement en Afrique que ça existe. Les filous, ils existent partout. Les incapables existent partout aussi. L'essentiel, c'est qu'avec le public en Afrique, ça a toujours été vraiment des moments mémorables, quoi. Je veux dire, les gens qui ne connaissaient pas la langue se mettaient à chanter Zoukla, c'est le médicament nouni, comme ils pouvaient. Et ils inventaient même quelquefois des paroles. J'ai mangé un demi-kilo de riz, 4 poissons, etc., etc. Donc, chacun inventait son truc, mais recevait cette musique-là avec tellement d'amour qu'il nous renvoyait que, bon, on ne pouvait, nous, qu'être heureux, quoi. Donc, les bons souvenirs en Afrique, il y en a plein. Plein. Avez-vous envie de faire un tour en Afrique très bientôt, dans les années à venir? Pas encore? Non, on y va assez régulièrement. L'année dernière, Jacob et moi, on était partis au Cameroun. On a fait une série de concerts avec un groupe qui n'était pas Kassav. C'était des copains musiciens qui jouaient avec nous, de très bons musiciens. Donc, on avait monté une petite formation pour aller faire des concerts au Cameroun. Et c'est souvent que ça nous arrive de partir comme ça, faire un concert ici ou là, quoi. Donc, on y va régulièrement. On n'a pas abandonné l'Afrique et l'Afrique ne nous a pas abandonnés. Bien de le savoir, bien de le savoir. Alors, Jocelyne, avant qu'on ne finisse, un mot sur les droits d'auteur, la piraterie, parce que souvent, les œuvres sont piratées en Afrique, partout dans le monde. Oui. Est-ce que Kassav, dans votre cas, vous avez été victime? Groupe Kassav, vous-même? Ah oui,
oui, mais on en riait même quelquefois. C'est pas rigolo, mais on en riait quelquefois parce que quand on sortait des hôtels, il y avait les petits jeunes hommes avec leurs boîtes de chaussures dans lesquelles ils avaient les cassettes qu'ils vendaient. Je parle de ça sur les années 80. Et on voyait, et ils mettaient en avant nos propres albums. Donc, ils venaient nous vendre nos propres albums avec des cassettes. Et moi, je disais, mais toi, tu as du tout fait, tu viens me vendre mon album. Et c'est un album piraté et tout. Et en fait, le problème, c'est que bon, on ne sait pas quel type de mafia, quelque part, il y a derrière ça. Mais bon, quelque part, moi, quand je faisais des interviews, souvent, bon, les animateurs n'insistaient pas sur ça. Mais je disais une chose, c'est que ça empêche aux artistes africains d'arriver en Europe avec des chiffres. Parce que quand on vous parle d'artistes qui viennent des États-Unis ou qui viennent je ne sais pas moi, maintenant que la Corée avec la K-pop est devenue très populaire et compagnie, on vous dit ils vendent tant de millions d'exemplaires, ils vendent tant de millions d'albums, ils vendent tant de millions de ceci, de cela. Et on ne peut pas dire ça de nos artistes. Quand on pirate leur travail, ils deviennent populaires au niveau du public. Ils peuvent avoir du monde dans les concerts, mais quand ils arrivent, ils ne sont pas pris en considération parce qu'ils n'ont pas un nombre de ventes de réellement établi. Donc, il y a ça déjà, le nombre de ventes qui permet d'avoir un passeport. Un passeport, c'est-à-dire que quand vous dites je vends en Afrique, je vends 20 millions d'albums, vous êtes considéré comme quelqu'un parce que vous avez vendu 20 millions d'albums. Mais quand vous vendez 400 albums, parce que les 400 personnes qui sont peut-être conscientes ont acheté votre album au prix normal, un album déclaré à la SACEM et compagnie, non seulement ça vous permet de recevoir des droits d'auteur quand c'est déclaré, quand c'est quelque chose qui est fait dans les normes, vous pouvez toucher des droits d'auteur et vous pouvez également avoir cette carte de visite qui permet de savoir que vous êtes quand même un roi chez vous. Voilà, vous vendez des millions d'exemplaires. Donc, les gens automatiquement, ah bon, 20 millions, respect, tout de suite. Alors que quand vous arrivez avec peu de machin, on va dire oui, il remplit des salles. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce que moi je vais mettre de l'argent dessus? Voilà, ça devient un sujet de discussion un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Donc moi je crois que c'est surtout ça, c'est cette conscience-là qu'il faut avoir. C'est que dans la mesure, quand on consomme gratuitement ou en prenant des trucs qui sont hors normes, le travail d'un artiste, on ne lui permet pas de vivre. On ne lui permet pas d'exister et on ne lui permet pas d'avoir le respect de l'autre. C'est ça aussi. Et chez nous, on est souvent mis à part parce que, bon, on n'a pas de chiffres. Mais chez nous, on est tout petit. Comme je vous dis, 80 km de long, 380 000 habitants. Je veux dire, si vous dites je vends 5 000 habitants, il faut toujours ajouter, mais mon île a 380 000 habitants. Donc, quand on fait le prorata, on voit à peu près ce que machin. Mais dans la grande Afrique, je veux dire, c'est quand même triste que les artistes ne puissent pas venir avec le nombre d'albums qu'ils vendent. C'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Moi, j'essaie de défendre ça, mais apparemment, c'était un peu compliqué de pouvoir contrecarrer le piratage, quoi. C'était quelque chose de bien huilé, de bien en place, et je ne sais pas si ça a changé. Vous avez été plusieurs fois décoré, vous avez fait beaucoup de collaborations avec l'UNICEF pour la protection des enfants, vous l'aviez dit, hein, et donc ça, là-dessus, il n'y a pas de commentaire. Maintenant, comment pensez-vous vivre après Kassav? Je veux dire, je sais que souvent les artistes n'ont pas de retraite, mais est-ce que Jocelyne pense à la retraite? Et si oui, où pensez-vous résider après la retraite? Ou quand vous allez prendre la retraite? Est-ce en Martinique, en Afrique, quelque part, ou à Paris? Et que compteriez-vous faire après Kassav? Alors, je vais vous dire, on a le droit de rêver d'avoir la vie de gens normaux et se dire qu'un jour on sera à la retraite, mais je pense que pour les artistes, la retraite, ça n'existe pas. Je crois que tant que vous êtes en vie, les gens ont envie de vous entendre. Tant que vous êtes capable de chanter, de tenir sur scène, les gens ont envie de vous voir. Il faut y aller. Donc, je n'ai pas prévu de retraite. De toute façon,
si un jour je ne peux plus chanter, je ferai autre chose. Je ferai de la peinture, je ferai de la photo, je ferai autre chose. Je ne vais pas rester. La retraite, pour moi, c'est se dire, bon, qu'on n'a plus rien à faire. Bon, je veux dire, on peut, machin. Alors, je vais voyager. Je vais faire quelque chose comme ça, mais je ne vais pas m'installer quelque part et dire que je ne bouge pas de là, je suis à la retraite, ça y est, j'attends quoi? J'attends la mort. Non, moi, je crois que tant qu'on est en vie, on peut faire des choses, on peut faire plein de choses. Et la retraite, je veux dire, du point de vue, comment je pourrais dire ça? Profession, musique. Normal, c'est un truc, je veux dire, c'est un statut qu'on a à partir d'un certain âge. Donc, normalement, moi, en principe, là, je suis déjà à la retraite. D'accord? Mais ça veut dire que, bon, je vais avoir un salaire de retraité par rapport à tout ce que mes fiches de paye m'ont permis d'obtenir. D'accord? Mais malgré tout, je peux, en tant qu'artiste, justement, performeur, je peux continuer à chanter. Alors, je peux chanter à mon rythme, moins souvent qu'avant, moins machin, parce que, bon, de toutes les façons, qui dit retraite dit âgé. Au fur et à mesure, on marche un peu plus lentement, etc., etc. Ce n'est pas encore tout à fait mon cas, mais bon, ça peut arriver un jour. Donc, il faut se dire qu'à un moment, ça va se calmer. Donc, c'est vrai que je serai une soi-disant retraitée, mais qui continuera quand même à faire des tas de choses. Voilà ce qui est bien dit et qui nous amène à la fin. Donc, Jocelyne, en tout cas, ça a été un moment de bonheur, hein, un grand plaisir de vous avoir. La Voix de l'Amérique vous ouvre largement les portes. Si d'aventure vous êtes à Washington, n'hésitez pas à visiter nos locaux. Nous sommes à Washington DC. Mais justement, la Voix de l'Amérique fête en février prochain ses 80 ans d'existence. Un petit message. Ah, 80 ans, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Un petit message, ben, que ça perdure encore plus de 80 ans derrière. Là, je pense que je pense plus de 80 ans. J'ai fait une liaison qui n'était pas bonne. C'est pas bon. Donc, je dis, c'est longue vie, évidemment, longue vie à la Voix de l'Amérique. Je crois si ça existe depuis 80 années, c'est que, je fais toujours une liaison imbécile, mais c'est pas grave. Puisque ça existe depuis plus de 80 ans, c'est que c'est nécessaire, c'est que les gens en ont besoin, donc que ça perdure longtemps, voilà. Merci beaucoup. Alors, votre dernier message pour l'ensemble des auditeurs, téléspectateurs, les gens qui adorent Jocelyne comme moi et qui auront l'occasion de voir ça. Mon dernier message, c'est que j'espère que dans mes chansons, j'ai permis à ceux qui ne peuvent pas voyager de voyager. J'ai permis à ceux qui ne croyaient plus que ce monde est beau, qu'ils ont pu voir un petit peu la beauté de ce monde-là. J'espère que dans mes chansons, j'ai pu leur apporter le réconfort dont ils avaient besoin. J'espère qu'ils ont encore du plaisir à écouter toutes nos chansons de Kassav et qu'ils sauront transmettre aux enfants qu'à une époque, il y a eu des fous qui ont parcouru le monde pour dire qu'ils venaient de deux toutes petites îles et que ces deux toutes petites îles existaient. Voilà, je crois que c'est ça mon message et je voudrais surtout dire merci à tous ceux qui nous ont aimés et qui nous aiment encore et tous ceux qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore. Merci, parce que sans public, l'artiste c'est rien. Jocelyne Berroa, merci à vous. Ça a été un bonheur immense et au plaisir de vous retrouver très bientôt. OK. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.